Bienvenue au temps du numérique. On va pouvoir commencer avec vous, chers invités. L'intime au temps du numérique, que nous reste-t-il d'intime au temps du numérique alors que l'on met en ligne constamment nos informations les plus personnelles pour les exposer au plus grand nombre et puis pour les confier aussi à des entreprises commerciales. La sphère de l'intime semble comme ça avoir fondu dans un monde de données. Jusqu'où, pourquoi, et puis avec quels effets sur nos comportements. Voilà quelques-unes des questions qu'on va aborder ensemble. Pour comprendre comment le numérique modifie notre définition de l'intime, il faut déjà savoir de quoi on parle. C'est quoi exactement l'intime? Donc là, je me tourne vers vous d'abord, Jessica Pidou. Vous êtes assistante doctorante à l'Institut des Humanités Digitales à l'EPFL. Votre terrain de recherche, ce sont les sites de rencontres en ligne, donc Tinder, adopteunmec.com et d'autres. Et vous étudiez donc la programmation de leurs algorithmes. Première question, Jessica Pidou, c'est quoi l'intime pour vous? J'aimerais reprendre la définition d'intime d'une sociologue, Zelizer, qui nous définit l'intime comme des relations entre deux personnes où il y a de la connaissance, il y a une attention particulière à l'autre, il y a aussi le but d'établir des liens durables, il y a l'échange d'informations et il y a aussi des transactions économiques. Je pense que ça décrit assez bien ce qui se passe aujourd'hui dans les plateformes de rencontres. On va pouvoir développer ça. Niels Weber, vous êtes ici. Vous êtes psychologue spécialisé en hyperconnectivité. Donc, vous recevez en consultation des jeunes, des familles, des couples dont les usages du numérique posent problème, qu'ils soient ou non excessifs. De votre point de vue, Niels Weber, c'est quoi l'intime ? Je dirais que pour commencer, c'est un de mes outils de travail principal, puisque je travaille beaucoup avec ce qui préoccupe les gens, que ce soit au niveau intrapsychique, donc avec soi-même, mais aussi interpersonnel, intrafamilial par exemple. Donc l'intime, c'est ce qu'on fabrique nous-mêmes, c'est ce qui nous regarde nous, c'est ce qui nous appartient à nous-mêmes, mais c'est aussi ce qu'on va partager avec d'autres, et je pense que c'est ce qui va nous occuper aussi une partie ce soir, c'est ce qu'on va partager avec d'autres à un moment opportun, c'est-à-dire un moment où ça a de l'importance de partager quelque chose qu'on a élaboré pour soi-même. Et du fait de votre expérience en tant que psychologue, est-ce que vous pouvez dire que cette définition de l'intime, elle est variable d'une personne à l'autre? Oui, et c'est un concept qui est souvent, qu'on investigue beaucoup, notamment en thérapie de famille, pour savoir où est-ce que se situent les limites de l'intime. Quelle est la zone de l'intimité? Est-ce qu'il y a des choses que je partage avec mes parents quand je suis enfant et quand je deviens adolescent, il y a des choses que j'ai moins envie de partager avec eux, mais je vais le partager plutôt avec des copains. Donc j'élargis mon cercle d'intimité à d'autres personnes, j'exclus des personnes en fonction de la progression, de l'évolution, et ça on le fait pendant toute notre vie. Daniel Gatica-Pérez, vous êtes professeur à l'IDIAP, qui est l'Institut de recherche et d'enseignement en intelligence artificielle, qui est donc affilié à l'EPFL. Vous dirigez également le programme de master en humanité numérique à l'EPFL et vous donnez un cours sur les médias sociaux computationnels où les étudiants découvrent en fait les algorithmes qui sont utilisés pour analyser les données des médias sociaux, ainsi que les tendances dans ces sociétales qui sont façonnées aussi par ces médias sociaux. Donc on est en plein dans notre sujet du jour. Pour vous, Daniel Gatica-Pérez, qu'est-ce que c'est que l'intime? Donc, dans le contexte historique des médias sociaux, des chercheurs comme Patricia Lange a défini des concepts très particuliers. Il parlait de private public et publicly private, c'est-à-dire public-privé et privé-public. Dans le contexte de YouTube, il y avait des utilisateurs qui créaient des vidéos avec lesquelles ils partageaient leur identité. Mais l'idée d'utiliser le vidéo, de consommer les vidéos, c'est juste pour une petite partie des utilisateurs, la famille, les amis les plus proches. De l'autre côté, il y avait des YouTubers qui ne donnaient pas l'information d'identité. Donc, les utilisateurs restaient plus ou moins anonymes. Mais l'idée était de partager les vidéos avec la quantité la plus grande des utilisateurs. Donc, depuis le début des médias sociaux, il existe déjà cette tension entre le privé et le public. Et je pense maintenant, avec Instagram et Snapchat, toute cette tension existe. Vous voulez dire que la définition même de l'intime est constamment redéfinie en fonction de ces sphères-là, privé-public, c'est ça? Exactement.
Sébastien Fanti, maintenant, vous êtes avocat, entre autres spécialiste de la protection des données. Alors, comment l'avocat que vous êtes définit-il l'intime ? Alors, il y a une définition légale. Il y a une définition qui figure d'abord dans un texte fondamental qui est la Constitution. Et puis ensuite, on peut reprendre la définition d'un article qui est le 28 du Code civil qui définit les droits de la personnalité. Donc c'est ce que je ne souhaite pas partager avec l'autre, ce que j'exclus de la relation avec l'autre. Et vous constaterez immédiatement que nous avons un problème parce que c'est antinomique avec le réseau social lui-même. C'est-à-dire que ce qui est intime ne devrait jamais être partagé sur le réseau social. Donc ça redéfinit la notion d'intime, cette évolution sociétale, puisque en droit également, la notion n'est pas figée, mais elle va, si vous voulez, évoluer en fonction du temps. Alors, pour vous donner un petit exemple des cas qu'on a eu à juger sur la base de la sphère privée ou intime, la question qui s'est posée, c'est celle de savoir est-ce que je suis légitimé à avoir accès aux emails de mon patron sans qu'il le sache. Peut-être que c'est pour des motifs vertueux, pour assurer une meilleure qualité de travail ou un suivi en son absence, mais sans son accord, il a été considéré qu'on portait atteinte à sa sphère intime. Et dans chaque cas, il va falloir définir si on a violé cette sphère intime. Cette sphère intime est un droit fondamental, ce qui veut dire qu'on ne peut pas y renoncer. Je pense que c'est important de bien le comprendre. Il y a des droits qui sont plus importants que les autres. Il y a une catégorisation, une priorisation des droits. Et donc, cette sphère intime, évidemment que si vous dites aujourd'hui qu'elle n'existe plus, comme certains l'ont fait, eh bien, tous les droits associés à cette sphère intime vont logiquement et conséquemment disparaître. Cette sphère intime qui n'existe plus, certains l'ont fait, vient de nous dire Sébastien Fanti. Est-ce que c'est le cas des sites de rencontres qui sont l'objet de votre étude, Jessica Pidou ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils nient, au fond, cette existence même de l'intime ? Non, donc je pense que cette sphère intime, elle est bien présente à différentes étapes de la rencontre. Lorsqu'on s'enregistre, lorsqu'on déclare notre physique et aussi dans la conversation. C'est un espace dédié entre deux utilisateurs seulement. Et donc, en fait, ça reconfigure l'interface, les algorithmes, le business model de la plateforme. Ça va reconfigurer l'intime, mais il est bien présent. Pour certains utilisateurs et utilisatrices, c'est bien profitable, en fait, pour créer des liens durables. Tandis que pour d'autres, c'est plutôt critique. Mais ils se protègent, ils comprennent les risques. Certains ignorent aussi les risques. Donc, en fait, ça varie d'une personne à l'autre. Mais je dirais qu'elle est bien présente. Mais on pourrait penser qu'on est là au cœur de l'intime quand même sur ces sites de rencontres. On ne peut pas aller plus dans la révélation de ces données personnelles, puisqu'en plus on confie à ces sites-là le projet de nous trouver quelqu'un, partenaire, avec qui on est censé vivre un moment d'intimité, justement. Donc est-ce que tout cela est vraiment perçu par les utilisateurs et utilisatrices, dans ces termes-là en tout cas ? Oui, bon, c'est intéressant. Je pense que dans mes entretiens, ils ne parlent pas de l'intime, mais ils parlent de l'espoir de rencontrer quelqu'un, de partager ses intérêts, ses goûts. Et en fait, je pense qu'implicitement, l'intime est là. Et disons, il sacrifie le fait de s'exposer, d'exposer ses intérêts, son physique, même ses fantasies sexuelles, pour l'avantage de retrouver quelqu'un qui va aussi partager ses données. Donc, il y a un rapport de confiance déjà qui se fait au moment de s'inscrire, mais la confiance s'établit aussi avec l'entreprise. Je pense que malheureusement, il n'y a pas tout n'est pas clair dans les consentements lorsqu'on inscrit les données qu'il faut fournir. Mais la confiance, elle est là. Et la démarche est proactive. On veut trouver quelqu'un et on veut donner ces informations. Parce que là, on parle de l'intime qu'on choisit finalement d'exposer, mais il y a aussi cet intime qui consiste au fond à parler de ces données qu'on va distribuer comme ça malgré nous finalement à chacun de nos clics. Est-ce que l'enjeu de l'intime n'est pas davantage de ce côté-là en fait, de ce qui va rester de tout ce que l'on met en ligne, de toutes ces données-là, Sébastien Fanti? Alors, si vous m'autorisez une digression dans le domaine du cyclisme, je vous dirais que nous sommes constamment spoliés à l'insu de notre plein gré. Parce que dans la réalité, et c'est là toute la problématique, nous ignorons totalement ce qu'il est fait de nos données.
Moi, comme préposé à la protection de données, mon canton, le jour où je vais devoir aller faire un contrôle, il n'y a aucune entreprise privée qui est fournisseur de mon canton qui va me dire « allez lire le code pour voir ce que je fais de vos données ». Personne ne va jamais me donner cet accès-là. Donc, en fait, la révélation se produit lorsqu'il y a une perte, une fuite de données, un piratage. À ce moment-là, on a conscience du fait que de très nombreuses données sont utilisées à des fins autres que celles qui nous ont été annoncées, mais surtout que ces données, elles peuvent être, si vous voulez, obtenues de façon implicite ou de façon détournée, à la limite parfois de la légalité, souvent d'ailleurs. Et c'est là toute la difficulté, c'est que nous n'avons plus de confiance qui puisse être construite. Parce que pour construire la confiance, il faut un contrôle. Et pour qu'on ait un contrôle, il ne faut pas qu'on nous oppose certaines notions comme le secret des affaires, où on va me dire, mais écoutez, c'est ce qui est arrivé la semaine passée, j'étais aux États-Unis à New York, il y a toute une discussion dans un procès avec Google, parce qu'il y a 2 experts qui doivent examiner dans un procès antitrust si Google a une position dominante ou pas. Puis ces 2 experts sont désignés par un tribunal, puis Google dit, attention, il faut les obliger pendant 1 an à ne pas révéler ce qu'ils vont lire de tous nos dossiers. Parce qu'imaginez s'ils travaillent pour la concurrence. Donc la difficulté pour nous, elle est d'avoir un instantané de la réalité de ce qui se passe. Et vous avez tout à fait bien résumé, en fait, la question fondamentale. Ce n'est pas vraiment ce que je suis d'accord de donner, mais c'est ce qui m'est pris, alors même que je ne m'en rends pas compte. Niels Weber, est-ce que ça a un impact, ça, sur les personnes que vous voyez, que vous recevez en consultation? Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les personnes, les jeunes notamment, sont conscients de ce phénomène-là? Et à quel point est-ce que, pour revenir à notre thème, cela modifie leur définition de l'intime? Oui et non, c'est une très bonne réponse ça. Oui et non dans le sens où, quand je fais des interventions dans les écoles, les élèves nous disent assez vite qu'ils savent. On leur a déjà répété plein de fois, ils ont compris. Et des fois même, ça les énerve de savoir que les réseaux sociaux vont piquer leurs données. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont limiter leur consommation de réseaux sociaux, par exemple, puisque c'est une manière aujourd'hui de partager et d'être en interaction avec les autres. Donc cette recherche du contact social, elle va peut-être pousser à se dire, je sais que je ne devrais pas, mais j'y vais quand même. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, qui est assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'on me prend et qu'est-ce que je suis d'accord de donner. Ensuite, c'est pour ça que je dis oui, ils sont au courant, mais non, ça ne change pas forcément leur manière de fonctionner. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chez les plus jeunes, aujourd'hui, il y a cette façon d'interagir de manière numérique que nous, ancêtres, n'avons peut-être pas ou moins connue, et qu'on doit pouvoir aussi comprendre cette manière d'interagir qui est une nouvelle manière de socialiser. Une des parties de mon travail consiste d'ailleurs justement à comprendre pourquoi ces relations sociales prennent de la place, pourquoi est-ce que c'est hyper important d'alimenter les flammes sur Snapchat avec quelqu'un et que ça devient une catastrophe si ces flammes disparaissent. C'est parce que justement il y a une relation qui s'approche justement de l'ordre de l'intime où on est en train de partager quelque chose. Et je pense que c'est important de ne pas banaliser ces relations-là, de leur accorder du crédit, tout en accompagnant sur la possibilité d'interagir autrement et en développant, en expliquant, en apprenant aussi ce que c'est que l'intime et qu'est-ce qu'on peut partager ou pas. Donc c'est clairement un accompagnement, un apprentissage qui doit se faire. Daniel Gatica-Pérez, est-ce qu'on peut dire que du fait de ces outils-là, on est effectivement davantage connectés les uns aux autres, qu'il y a davantage d'intimité qui se créerait grâce à ces outils? Oui, en fait, Facebook lui-même avait publié des articles avec lesquels ils ont démontré qu'on est beaucoup plus connectés comme société. Donc, depuis des décennies... Mais c'est Facebook qui les a publiés. On a le droit d'en douter un tout petit peu? Donc, je donne le contexte. Depuis des décennies, les chercheurs sur les sciences sociales, ils ont fait l'hypothèse que tout le monde est plus ou moins connecté s'il y a les amis des amis, les amis des amis des amis. Mais c'était vraiment difficile d'étudier ça dans la vie quotidienne. Mais avec Facebook, ils sont déjà un réseau de presque 1 billion de personnes. Donc, ils ont fait 2 études en 2008 et 2016. Ils ont montré que c'était effectif, que nous sommes beaucoup plus connectés qu'avant. Donc, ce résultat montre que comme société, on est beaucoup plus connectés à niveau qu'on peut trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas directement, mais il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît cette personne. Donc, à niveau de connectivité, ça a un résultat réel, ça a un résultat qui est un reflet de la société hyper connectée d'aujourd'hui. Est-ce que dans ces études, la notion d'intimité est citée ou bien c'est tabou? Donc, j'aimerais peut-être changer un petit la question par dire qu'il
il y a des données qu'on donne, qu'on partage avec les entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'informations intimes que les entreprises peuvent inférer sur nous. Donc, par exemple, des chercheurs de l'Université de Cambridge, ils ont publié un article il y a déjà 5 ans, 6 ans, qui démontrait qu'avec de petits signaux presque banals comme les likes, c'est déjà possible d'inférer beaucoup d'informations très intimes, c'est-à-dire le sexe, la religion, la préférence sexuelle, l'âge et tout ça. Donc même si on ne donne pas... Avec un like, on peut avec, définir tout cela. Oui, avec tous les likes qu'on donne comme utilisateur à Facebook, il peut déjà faire ce type d'inférence. Donc le risque, c'est juste pas donner les données qu'on donne de manière volontaire, c'est aussi toutes les inférences qu'il peut faire. Oui, au fond, vous nous dites que même si on essaye de protéger son intimité, d'en dire le moins possible, de toute façon, notre intimité sera révélée par la simple utilisation, le simple recours classique à ces outils-là. Ça m'intéresserait de savoir si on analysait les nouveaux canaux de communication directe comme WhatsApp, etc., de chat, qui permet un contact privé qui est plus dans le contrôle social comme c'était avant. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les relations Vous voulez dire, est-ce que des réseaux comme WhatsApp nous facilitent, disons, la protection, c'est ça, de notre... Non, je parle plutôt dans l'intimité, qu'est-ce que ça change dans la société d'avoir maintenant une manière de communiquer qui n'existait pas avant, d'avoir des gens qui n'habitent pas chez moi, amener chez moi dans ma vie privée à travers ça. Ils sont parfois plus près, ils savent plus que les gens qui habitent, qui utilisent la même cuisine, etc. Ça change le don un peu dans la société. Est-ce qu'on a fait des recherches sur cela aussi? Daniel, Jessica, Pidou? Bon, j'ai un commentaire. J'ai pas forcément fait des recherches sur WhatsApp, mais je pense que ça invite à la hyperconnectivité, puisqu'on sait qu'il y a des gens de nos contacts, de la vie intime qui se retrouvent là, à disposition. On peut envoyer un message immédiatement, on voit la pastille. Et on a aussi une envie de répondre, d'être attentive à ce qui se passe dans nos cercles d'amis. Et je pense que c'est l'un des problèmes de tous les réseaux sociaux aujourd'hui, que ça fait appel à être constamment connecté, attentive et y répondre. Donc ça peut faciliter les communications, bien sûr. Moi particulièrement, je parle avec ma famille qui est à l'étranger et ça me facilite la vie. Mais en même temps, ça peut être stressant. Ça peut aussi dériver à des choses plus négatives, je dirais. Une autre question? On parle là beaucoup de notre, donc de ces sites, mais il y a aussi toutes les données qui sont nos données génétiques, nos pulsions cardiaques qu'on peut livrer à des sociétés privées. Hein. Ça fait partie aussi de notre monde du numérique aujourd'hui via les appareils connectés. Est-ce que dans cette association-là avec les biotechnologies, on pourrait imaginer que toutes les frontières de l'intime finalement sont amenées à être franchies? Je me tourne peut-être vers vous d'abord, Sébastien Fanti. Avez-vous une montre connectée au poignet? Non, alors j'en ai pas. Mais si vous allez sur mon profil Instagram, vous allez rapidement vous rendre compte du fait que, comme je dis souvent, je ne m'assurerai jamais. Parce que manifestement, j'ai une vie qui est très active, j'ai 4 enfants, je mange plutôt gras, j'ai un petit surpoids, voilà. Donc mon assureur un jour était dans une salle comme celle-ci et je lui ai dit « Est-ce que c'est pour ça que vous avez résilié ma police d'assurance privée ?» Il a souri, il était un peu mal pris. On était dans le canton du Jura, donc loin de chez lui. Puis à la pause, il est venu me voir puis il m'a dit « Vous n'avez pas totalement tort. » Donc en réalité, aujourd'hui, il faut savoir que pour l'assurance privée, qui n'est pas soumise au même garde-fou que l'assurance maladie de base, vous avez la possibilité de dresser un profil d'assuré. Vous pouvez aller prendre les données qu'ils ont sur Facebook, sur Instagram, etc. et puis voir en fait comment ils vivent. Est-ce qu'ils vont respecter les 10 000 pas de l'OMS? Est-ce qu'ils sont sédentaires? Est-ce qu'ils voyagent beaucoup? Est-ce qu'ils prennent des risques? Est-ce qu'ils ont Ils prennent des photos de leurs plats en plus, donc on peut voir ce qu'ils mangent. Exactement. Combien il y a de légumes. Absolument.
Oui. Et ça va très loin dans le profiling, beaucoup plus loin que dans beaucoup de branches. Et je ne parle même pas des problèmes qu'on rencontre ces jours-ci à Genève. Vous avez vu, il y a des gens tout le monde a hésité. Quand on a un enfant, on a envie de pouvoir le guérir de toutes les maladies. Alors, est-ce qu'on garde le cordon ombilical? On va le remettre à une société. Puis cette société, tout compte fait, elle est peut-être pas si vertueuse qu'on pense. Mais ce sont des données extrêmement sensibles, données de santé. Donc, pour moi, je reprends toujours le mot de Sioran, on a déjà un inconvénient pour certains d'être nés, parce qu'ils ne sont pas nés en bonne santé. Ils n'ont pas eu de chance dans l'existence. Si maintenant vous ajoutez à cela la possibilité d'identifier ces personnes, donc vous avez un deuxième inconvénient, c'est l'inconvénient d'être numériquement également mal né. Eh bien, le principe de solidarité qui régit toute notre société, qui prévaut aujourd'hui encore dans l'assurance de base, qui dit « chacun cotise pour soigner tout le monde », va disparaître. Et l'individualisation de l'analyse du risque, puisque c'est terrible ce que je vous dis, mais c'est une simple analyse de risque, va nous conduire, alors certes, pour ceux qui sont en bonne santé, à payer moins cher leurs primes, etc., à être privilégiés dans certains processus, aussi sur le plan professionnel, mais pour tous les autres, mais vous imaginez, alors on s'est toujours posé la question de savoir quand est-ce que le principe de solidarité allait sauter. Est-ce que c'est avec la cigarette ou l'alcool? Non, mais aujourd'hui, on est en capacité de dire à une personne: il faut que tu arrêtes de sortir tous les soirs. Vous imaginez, on pourrait avoir une alarme sur le téléphone pour les ados en disant: ça fait 3 soirs que tu sors, trop tard, manifestement tu consommes de l'alcool. Si tu veux pas qu'on suspende ton assurance maladie, il faut maintenant que tu te reposes. Donc c'est une société du contrôle absolu sur nos vies. Et c'est pas, à l'instar de ce qui se passe en Chine, une société du contrôle absolu de nos comportements uniquement, mais de notre façon d'être. Et pour moi, c'est le plus grand danger. Ce sont les données médicales. Et là, il faut être absolument strict. On ne peut pas composer et permettre aux assureurs. Ça a été discuté en décembre 2018, alors qu'on nous avait promis qu'avec le dossier électronique du patient, il n'y aurait jamais d'accès par personne. Et puis tout à coup, Swisscom, l'UBS et d'autres gens, dont des assureurs, disent: nous, on veut accéder à ce dossier. Mais non! Si on accède à ce dossier, si on leur laisse cette possibilité-là, alors chacun dans cette salle doit se poser la question de savoir: qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand on se pose cette question-là, quand on pose la question à ses proches, on imagine bien les risques. Alors, vous nous dépeignez là quand même un monde assez angoissant. Vous citez même Sioran, donc voilà, merci pour l'ambiance. Mais disons, est-ce que Niels Weber, comment est-ce que ça se passe vraiment finalement dans nos têtes? Alors, on peut se dire: non, mais moi, je vais rester libre, je ne vais pas me faire avoir par tout cela. Mais est-ce que finalement, ça n'agit pas malgré nous, ce contexte-là, et modifierait au fond nos comportements à l'insu de notre plein gré, pour reprendre l'image? Oui, c'est-à-dire que on va... Peut-être que je répondrai par un autre canal. C'est-à-dire, si je prends le travail que je peux faire avec certains patients, on sait par exemple que rendre les patients acteurs de leur guérison rend la guérison plus efficace, quel que soit le domaine de la santé. Et qu'on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux sont des superbes plateformes d'expression, de créativité et d'expression. Donc là, on va voir le côté peut-être plus positif en disant: ouais, bah, c'est génial en fait ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on peut valoriser. Mais en même temps, j'ai le même discours avec mes patients aussi, en disant: mais attention, si là vous êtes en arrêt de travail et que vous postez sur Instagram des choses qui sont superbes et qui montrent en quoi clairement ça vous fait du bien, et vous êtes en train d'aller mieux et vous allez pouvoir retourner bosser. Oui, mais entre deux, il se peut très bien qu'effectivement un assureur repère ces informations et dise: mais on vous a dit vous devez rester à la maison, est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous pouvez le faire, je caricature à fond, mais si vous pouvez le faire, vous pouvez aller travailler. Et du coup, c'est tout un travail de décryptage de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, et de voir comment est-ce qu'on s'en sert pour se faire du bien, pour aller mieux, dans un contexte qui est accompagné aussi. Donc c'est tout un travail de réflexion, et donc du coup c'est pas complètement à l'insu de notre plein gré, c'est aussi de quelle manière on se positionne en tant qu'utilisateur, en disant: bon, ok, ça me fait du bien de partager mes tracas, mes problèmes avec d'autres gens sur les réseaux sociaux, même avec des gens qui habitent loin, ça me permet d'aller mieux, mais je dois aussi être attentif à ce que je poste. Et c'est toute une question de mesure à trouver. Ça vous fait de la concurrence en plus en tant que psy, si les gens mettent tout déjà. Non, justement, c'est très bien. C'est très bien parce que de toute façon, une interaction psychothérapeutique ne se fait pas dans le même cadre qu'une interaction en face à face entre amis ou entre inconnus sur les réseaux sociaux. Mais c'est une ressource, on doit pouvoir s'en servir.
Et pour moi, c'est important de ne pas la banaliser. Par exemple, il y a des patients qui se sont servis des réseaux sociaux ou même de jeux multijoueurs pour dire, en fait, je vais aller parler de mes problèmes à des gens que je ne connais pas et ça me fait du bien d'en parler avec quelqu'un. Et là, effectivement, après, c'est une ressource qui peut être utile, mais qui doit aussi être accompagnée par un travail thérapeutique. On se garde notre terrain de chasse aussi. Ouais. Sébastien Fanti a cité au détour de son explication la Chine, où on sait qu'on s'est poussé un petit peu plus loin encore qu'ici, ces termes de révélation au fond des données et d'utilisation de ces données, avec la question aussi de la reconnaissance faciale. Daniel Gatica-Pérez. Une petite histoire sur la reconnaissance faciale. Dans les premiers algorithmes pour essayer de détecter et reconnaître les visages de manière automatique vient de fin des années 80, début des années 90. Il faut déjà beaucoup de temps. Mais c'est avec l'apparition des nouvelles générations d'algorithmes qu'on appelle deep learning, donc l'apprentissage profond, que tout est bouleversé. Mm-hmm. Et maintenant, on peut penser sur la reconnaissance faciale de deux manières. Il y a le côté, si vous voulez, positif, parce qu'il y a la possibilité de créer un passeport biométrique. On partage le visage avec le gouvernement et ça devient une partie de l'information de notre passeport qui nous permet de voyager et tout ça. Mais il y a aussi le côté plus négatif qui c'est le fait que la reconnaissance faciale maintenant, dans mon avis, a deux problèmes principaux. La première, c'est le problème de diversité. C'est-à-dire que les grandes bases de données qui sont utilisées pour faire des reconnaissances faciales ne représentent pas tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que les algorithmes font des erreurs sur des groupes de la population qui sont mal représentés. Le deuxième problème, c'est le problème de contexte. C'est-à-dire qu'il y a des situations, il y a des contextes dans lesquels la reconnaissance faciale peut être positive, que je viens de donner l'exemple de passeport, mais il y a aussi beaucoup de situations, beaucoup de contextes dans lesquels la reconnaissance faciale peut être utilisée de manière négative pour surveiller, pour contrôler, même pour faire des décisions de manière équivoquée sur les gens. Donc maintenant, il y a d'un côté le passeport biométrique et de l'autre côté, il y a des villes aux États-Unis qui viennent de bannir complètement l'utilisation des algorithmes de reconnaissance faciale. La Chine au nom de quoi? Au nom de risques et de la manque de transparence, de problèmes de diversité, de problèmes de créer des problèmes aux citoyens. Finalement, c'est un problème aussi des citoyens que s'expriment pour arrêter ce type de technologie quand la technologie n'est pas vraiment validée dans les contextes spécifiques. Donc, le contexte chinois est vraiment spécifique. Dans les sociétés occidentales, on voit beaucoup de risques, on voit beaucoup de problématiques. Mais c'est vrai qu'en Chine, le système de reconnaissance faciale sont un peu partout. Mais on pourrait se dire que ce n'est pas tellement intime, au fond, son visage. Qu'est-ce qui poserait problème à cette utilisation de la reconnaissance faciale? Donc, je pense que encore, c'est le problème de hypersurveillance. Si on doit montrer le visage chaque fois qu'on entre un bâtiment, chaque fois qu'on prend le métro, chaque fois qu'on fait tout dans la vie. Donc, il y a vraiment une manière de faire de tracking très effectif sur la population. Mm-hmm. Il y a aussi la manque de transparence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec ces données. Ils s'utilisent juste pour les services le service original, où ces données sont partagées avec des autres personnes, des autres institutions. Donc, la manque de transparence est aussi un problème important. Mm-hmm. Jessica Piedou, sur ces sites de rencontres que vous étudiez, qu'est-ce qui n'est pas dit? Au fond, qu'est-ce qui reste absolument intime? Qu'est-ce que les gens gardent pour eux? On parle beaucoup d'intime, mais je pense que ça mérite une discussion à part entière de qu'est-ce que c'est vraiment de l'intime, qu'est-ce que c'est de l'intimité, qu'est-ce que c'est la vie privée. Je pense que selon le cadre, ça peut varier, selon les lois, comment vous l'avez dit. Donc, je pense qu'il y a l'intimité chez l'individu qui est bien profonde, qu'on ne peut pas tout exposer, on n'a pas accès à tout consciemment. Et il y a un intime
qui est nécessaire à partager pour le bien de la société et des relations sociales, en fait. Donc, je pense que après, c'est respecter, en fait, ce qu'on fournit comme information, ce qu'on ne veut pas fournir, justement. Et c'est, Daniel l'a dit aussi, il y a beaucoup de données qui sont inférées. Donc, il n'y a pas seulement ce qu'on déclare, mais tout ce qui va inférer à partir de ces informations qu'on n'en sait rien. Aujourd'hui, on ne sait rien de comment les algorithmes dans les applications de rencontres fonctionnent. On ne sait pas de tout ce qu'ils collectent. Et, Mais vous le savez, rassurez-nous, c'est votre sujet. Je commence à le savoir. J'ai analysé bien Tinder parce que c'est l'une des applications qui a publié des brevets. Et il publie là quelques données qu'il collecte, quelques pratiques de quantification. Par exemple, c'est tous les données démographiques, mais aussi les conversations dans l'application, aussi les données qu'on partage avec Facebook. Mais bien évidemment, tout n'est pas dit, parce que la fonction du brevet, ce n'est pas d'expliquer ce qu'ils font, c'est bien protéger leur invention. Et on sait quand même qu'ils calculent un score d'attractivité physique, un score d'intelligence, un score de popularité. Et le problème, c'est que ces choses assez importantes dans la vie de chacun sont réduites à des informations comme un like. Et aujourd'hui, je pense que on informe beaucoup les utilisateurs, mais il n'y a pas que la société civile qui a la responsabilité, en fait. Je pense que la RGPD n'aide pas vraiment à contrôler ce qui se passe dans les entreprises. Dans le cas de WhatsApp, c'est incroyable que c'est Facebook qui a aussi Instagram aussi. Donc, ils ont toute une base de données. Ils savent tellement de nous, même plus de ce qu'on pense, en fait. La RGPD, donc, c'est le règlement général sur la protection des données. Mais ma question, en fait, c'est davantage sur ce qu'il peut nous rester aujourd'hui de tabou. Est-ce que la définition même du tabou aurait été modifiée du fait des outils numériques ? Il y a des études qui ont déjà montré que nos valeurs, l'hétéronormativité, elles restent dans les sites de rencontres et le romantisme existe encore. Donc, je ne crois pas à une marchandisation de la rencontre parce que, d'après mes entretiens aussi, les gens croient vraiment à une vraie relation intime, de confiance. Et le problème aujourd'hui, je pense que c'est justement ne pas être au clair de comment les pratiques sont transformées par les plateformes. Mais je pense pas que... Je pense que c'est pas le tabou que ça change en fait dans les plateformes. Niels Weber, est-ce qu'on pourrait dire que la définition même du tabou est modifiée à l'ère du numérique ? Je dirais que oui, en fait, parce qu'on le voit notamment avec tout le phénomène de YouTube, où on a des YouTubeurs ou des YouTubeuses, ou des vidéastes plutôt, qui vont se livrer très facilement, qui vont aborder des thèmes comme la sexualité, comme l'identité, etc. Des choses que normalement, on a plutôt tendance à cacher. Et on est de nouveau sur une pièce qui a deux faces, c'est-à-dire d'un côté, c'est une ressource, encore une fois, puisqu'on a des jeunes qui vont pouvoir trouver des réponses à certaines questions, se dire, ah tiens, si ces gens se posent ces questions aussi, c'est que j'ai raison de me les poser, c'est que de nouveau, je suis quelque part normal de me les poser aussi, donc ça ne fait pas de moi quelqu'un de bizarre. Mais en même temps, on doit de nouveau pouvoir se poser la question, jusqu'où va cette limite-là, c'est-à-dire, est-ce que qui sont les personnes qui vont donner ces informations-là ? Est-ce qu'on doit vraiment pouvoir avoir accès à toutes les informations ? Et je pense que c'est de nouveau quelque chose qui doit s'accompagner, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui étaient définies comme tabou il y a quelques années, qui le sont moins, puisqu'on va en parler plus ouvertement sur Internet à travers des chaînes YouTube. Pour moi, la question, c'est vraiment à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on transmet à qui, puisque l'intime en soi, on est bien d'accord que ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Le début d'une relation amoureuse ou même amicale ou même familiale, finalement, c'est aussi des choses qu'on partage.
Je pense que dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est encore plus particulier puisqu'on décide de se livrer petit à petit à la personne. Et si on voit que si sur ces questions-là intimes, on est vraiment pas raccord, ben, c'est que généralement, ça va pas bien marcher. Donc, c'est aussi tout le jeu de l'apprentissage, de la découverte de l'autre, d'en apprendre plus sur l'autre qui est important. Donc, l'intime en soi est quelque chose de tout à fait valorisable et qu'on doit pouvoir défendre. Et de voir en fait à qui on le transmet. Est-ce que si je le transmets à quelqu'un lors d'un tête-à-tête au début d'une relation amoureuse, est-ce que c'est pareil que si j'en parle ouvertement à plein de gens sur YouTube, à qui ça va être utile parce qu'ils vont pouvoir se sentir aussi accompagnés, mais qui vont aussi peut-être se servir de ces informations-là d'une mauvaise manière. Et alors le degré plus loin encore, c'est quand on transmet malgré nous des informations, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, ces outils-là, au fond, nous intiment, j'allais dire, à nous livrer. On se dit, c'est facile, sur YouTube, il y en a qui le font, pourquoi pas moi? Donc, je vais raconter ma vie. Mais cela, j'imagine, peut avoir un impact aussi, non, au plan plus personnel, plus psychologique, une fois la caméra éteinte, non? Oui, et c'est important peut-être avec les plus jeunes aussi, de repréciser le rôle d'un journal intime. Hein. C'est pas justement que tout le monde puisse le lire, ou alors à l'inverse, quand ça c'est quelque chose qui est très connu, quand le journal intime est retrouvé ouvert Quelle horreur! quelle horreur. Mais c'est fait exprès quelque part. Même si c'est inconscient, si je veux que mon journal soit vraiment intime, je vais développer tous les stratagèmes possibles pour que personne ne le lise. Si je le laisse traîner sur la table du salon, c'est que même si c'est ce qu'on appelle un acte manqué, hein, je le laisse traîner pour que quelqu'un le lise et puisse entreprendre un dialogue. Donc, c'est toute cette question. Ça serait la même stratégie, au fond, avec... Peut-être. Mais là, ce serait, à mon avis, trop difficile de faire une généralité. Mais de nouveau, ce serait quelque chose à discuter hors caméra, justement. Une fois que la caméra est éteinte, c'est aussi de se positionner, pourquoi est-ce que j'ai envie de partager ça ? Qu'est-ce que ça peut apporter à d'autres? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et qu'est-ce que j'en retire une fois, comme vous l'avez dit, une fois que la caméra est éteinte? D'ailleurs, on a vu pas mal de vidéos qui ont beaucoup marché ces dernières années sur des jeunes qui font leur coming out comme ça sur YouTube ou autre et qui, comme ça, s'adressent à leurs parents via les réseaux. Via le numérique. Ouais. Et pour moi, ça participe à un effort de collectivité, justement, où on se sent plus tout seul. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal, mais je peux imaginer que quelqu'un qui fait son coming out de cette manière-là, il est quelque part soutenu derrière lui par la communauté d'homosexuels qui ont vécu la même chose et qui vont lui dire vas-y, on te soutient, bravo. Tandis que c'est peut-être plus difficile de le faire en se disant je suis que avec mes parents. Mais de nouveau, pour moi, c'est difficile d'établir des généralités. Évidemment, chaque cas est différent, mais c'est des questions qui sont fascinantes à creuser après, par la suite. Donc on arrive là à mi-chemin dans notre discussion. On va passer dans le temps suivant aux solutions qu'on va essayer de trouver ensemble autour de ces questions-là. Est-ce que vous avez à ce stade des questions ou des commentaires ou des témoignages? Monsieur. On a parlé de la RGPD justement, et alors ça sera peut-être abordé dans la partie solutions. On n'a pas parlé d'éthique encore et de garde-fous institutionnels. Alors du coup, on parle de l'Europe, etc. Et monsieur a parlé de l'administration, on parle des assureurs, etc. Et quels sont les garde-fous institutionnels administratifs qui sont mis en place justement dans un but de protection, même s'il y a une protection, il y a déjà un acte individuel à faire effectivement, à savoir ce qu'on partage pas, etc. Mais c'est aussi je suis encore dans l'état c'est le rôle de l'État justement d'interagir et de manipuler. Fixer en tout cas des limites et un cadre. Ouais, exactement. Ouais, au fond. Voilà, on entre dans notre deuxième partie, donc merci. On vous pose la question, Sébastien Fanti. Alors, je vais vous prendre un cas très pratique. Je ne vais pas me faire de nouveaux amis. J'en ai très, très peu dans le monde réel parce que j'ai tendance à dire exactement ce que je pense. Je vais prendre le cas de la sextorsion. Donc, c'est une campagne qui vise à inciter des hommes, mais aussi des femmes, à se déshabiller, puis une fois qu'on a réalisé une vidéo, à leur demander de l'argent. Dans mon canton, lorsqu'un cas de sextorsion se produit, j'ai négocié avec la police et la justice. Et donc, c'est moi qu'on appelle. J'ai une ligne et je réponds aux gens, je les aide à sortir de ce piège. Voilà. Donc, on a décidé qu'on allait agir comme ça parce qu'on avait trop de cas. Et puis, pendant 2 mois, on a eu une multiplication il y a quelques années, ce qui fait qu'on a fait un petit podcast pour expliquer aux gens comment faire, etc. Suite à cela, eh bien, on a
exposé que ce modèle pouvait être reproduit à l'échelle de la Confédération. Je n'ai pas inventé la poudre. J'ai simplement essayé de réfléchir à des solutions techniques, pas à des solutions juridiques qui ne servent à rien d'aller poursuivre des gens en Afrique, de déployer des moyens importants. On a essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, j'avais émis l'idée d'avoir un centre au niveau fédéral où on pouvait téléphoner, les gens répondaient en 3 langues, etc. Pour finir, on a fait un site internet de lutte contre la sextorsion que je vous invite à visiter. Il est magnifique, ce site. Il y a la FRC, il y a Assista TCS, etc. Il y a les polices, etc. Et le site n'a même pas de conditions générales. Donc, le site qu'a fait l'État viole le droit pénal, la loi sur la concurrence déloyale, la loi sur la protection des données. Je fais un commentaire en disant, mais écoutez, est-ce que vous êtes réellement sérieux de publier un tel site repris par les médias? Et j'ai des policiers qui disent, il nous casse les pieds, il ramène sa fraise tout le temps, etc. Mais c'est pas sérieux ce qui se passe actuellement. À l'échelle d'un pays comme la Suisse, c'est très simple. C'est 8 millions d'habitants, c'est la population de New York. C'est-à-dire qu'on devrait avoir... Vous avez aujourd'hui une dizaine de sites qui vont vous orienter sur ce que vous pouvez faire quand quelque chose s'est passé dans le monde numérique. On devrait avoir un one-stop shop, c'est-à-dire un seul guichet où vous exposez votre cas. Ensuite, on va vous orienter vers la bonne autorité, qu'elle soit fédérale ou cantonale. Si on n'est pas capable de faire ça, alors franchement, on a des questions à se poser en termes de développement, notamment informatique. Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer des solutions simples. On a Skype pour la musique. Pourquoi on n'aurait pas un processus identique à Skype pour les messages qu'on reçoit par mail? Si c'est un message frauduleux, on va l'identifier. Si les gens qui développent des antivirus sont capables de le faire, pourquoi pas les autorités? On développe un programme ici à l'EPFL et puis à chaque fois qu'on a un mail qui nous paraît bizarre, voilà, on pourrait dire à une personne du 3e âge, vous allez faire un copier-coller du contenu, puis on va vous dire, ça nous paraît conforme à une réalité, ou alors attention, ou alors c'est clairement du spam ou une tentative de vol. Eh bien, on n'a rien développé. Aucune solution novatrice n'a été développée dans ce pays pour lutter là contre. Et vous prenez d'autres exemples à l'international, vous prenez la police de Gatineau, Canada, qui est une des polices les plus avancées dans la lutte contre la sextorsion. Ils ont fait un petit film, une BD, ils ont fait de la prévention. Ils ont été cash. Alors c'est malheureux de le dire, parfois ça peut choquer les gens. Moi, de voir des zizi toute la journée quand je réponds à la ligne, puis qu'ensuite on m'envoie la vidéo, ça me fait plus beaucoup rire. Mais je crois qu'il faut parler aux gens avec une réalité, puis leur dire, voilà ce que vous pouvez faire ou pas. Donc, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, l'État a lâché prise, l'État a abandonné, et l'État se repose sur la responsabilité individuelle des gens. Moi, j'ai plein de députés qui me disent, alors au sens propre et figuré, mais qu'est-ce qu'on dépense de l'argent pour que tu t'occupes de ces branleurs? Puis je leur dis toujours, faites très attention à ce que vous dites, parce que vous avez en tête l'idée que ce sont des gens peu formés, qui n'ont pas fait d'études, qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. La plupart des victimes de sextorsion sont des gens qui ont fait des études supérieures. Ce qui les définit, c'est une équation personnelle, irrésolue à un moment de leur vie, une difficulté qui fait qu'ils se font prendre. Donc on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, on va abandonner à l'individu la responsabilité de gérer, si vous voulez, son quotidien. C'est comme si vous dites à l'individu, écoute, tu peux prendre l'autoroute à Sion puis arriver à Lausanne, mais je ne te dis pas quel est le sens de circulation, ni la vitesse limitée, etc. Vous aurez forcément des accidents. Donc là, l'État, manifestement, a dispersé ses ressources et puis s'est trompé dans ses choix. Il faut le reconnaître. Donc le RGPD, ça ne sert à rien. Moi, je suis totalement favorable au RGPD. Ouais. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, c'est l'espéranto de la protection des données. C'est comme si vous dites à un banquier, je ne sais pas s'il y a des banquiers parmi vous, ou à un pharmacien, vous aurez une seule langue dans le monde entier pour parler protection des données. Alors, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil qui est destiné à prospérer, à devenir un standard international. Donc, vous pourrez travailler à Rio de Janeiro, à New York ou à Lausanne, vous parlerez selon les mêmes principes. Il faut du temps pour que cet outil soit efficient, qu'il se mette en place, qu'on arrive à concrétiser tout ça. Mais on a quand même réussi, là, les Européens ont réussi, puisque la Suisse n'applique pas encore des standards équivalents. Eh bien, les Européens ont réussi un tour de force. Puis qu'est-ce que ça génère, le RGPD? Ça génère une égalité. Parce que vous avez une start-up qui est ici, à Lausanne, puis qui va développer un produit, puis qui va le commercialiser. Elle va faire attention à la protection de données, parce que ça fait partie de notre culture. Alors que la même start-up aux États-Unis, elle va se dire quoi? Elle va se dire, mais moi, je lance mon produit, je fais des conditions générales qui mettent toute la responsabilité sur le client. En définitive, quand je me ferai attaquer, j'aurai les poches pleines, je paierai l'amende et on va arrêter tout ça. À ce moment-là, on se mettra autour d'une table et on dira, on paye. Non. Le RGPD, c'est le fait de partir avec les mêmes chances. Et pour une jeune pousse, c'est quelque chose en termes de compétition qui est extrêmement intéressant. Donc ce n'est pas du tout ma Bible, mais je pense que c'était un stop nécessaire parce qu'on ne pouvait pas laisser continuer la collecte
de données. On a des gens qui phagocytent ces données sans intervenir. Et le RGPD, c'est simplement un feu qui va passer à l'orange ou au rouge. Alors, est-ce que ce sera opportun? Est-ce que la machine administrative sera trop lourde? On corrigera. Mais au moins, on a uniformisé. Et si je peux Oui, commenter, Jessica Pido. je suis aussi favorable à la RGPD, mais j'ai l'impression que justement, on n'a pas le temps parce que ces entreprises vont très vite, notamment GAFA. On est toujours en retard, au fond. On est toujours en retard et il y a des utilisateurs qui se font arnaquer, il y a des data leaks, etc. Du coup, on n'a pas tous les mêmes chances puisque ce sont les entreprises aussi qui créent des initiatives par rapport à la protection des données, dont Facebook a un livre blanc, Google, Amazon, Twitter et Facebook se sont réunis pour faire aussi une data project. Et donc, en fait, on n'a pas tous les mêmes chances et ils sont souvent protégés par la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Et donc, on perd tous les droits presque pour avoir les données sur, surtout les prises de décision automatiques, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, Jessica Pido? Moi, je pense qu'il faut des politiques qui contrôlent mieux ce qui se passe dans les entreprises et des initiatives comme les droits à la concurrence, où il n'y a pas seulement 3-4 entreprises américaines qui ont tout le marché. Je pense que ça aiderait en fait énormément au lieu des... Est-ce que c'est très crédible, franchement? Est-ce que on peut imaginer que eh bien, la Confédération va donner des ordres à Google, à Tinder, en matière de protection des données? Est-ce qu'on peut y croire? Non, parce qu'on favorise aujourd'hui justement le développement du marché, le libre commerce, etc. D'où tous les... Enfin, c'est paradoxal, mais je ne sais pas si chaque utilisateur peut vraiment changer quelque chose. Peut-être la société civile dans un mouvement collectif, comme par exemple ici, il y a Personal Data qui a vraiment, par exemple, établi un syndicat pour les chauffeurs Uber. Il y a aussi une journaliste, Judith Duporta, qui a fait des démarches légales pour obtenir ces données. Mais on a vu dans son enquête qu'elle est vraiment bloquée. Elle ne peut pas aller plus loin. Ouais, sur Tinder. Elle a sorti aussi un livre sur ce thème-là. Daniel Gatica-Pérez. Alors, quels sont vos conseils? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, au fond, pour limiter les dégâts en matière d'utilisation de nos données et en matière d'attaque à notre intime? Donc, je veux dire qu'à niveau européen, le RGPD vraiment joue un rôle fondamental maintenant dans tous les projets de recherche qui sont financés par la Commission européenne. D'accord. Donc depuis 2018, il faut rappeler, ce RGPD est en marche en Europe. Il faut préparer et avoir un plan de gestion des données qui doit être présenté par toutes les équipes de recherche. Et ça devient un élément central de tous les projets de recherche. En même temps, un deuxième aspect positif, c'est qu'il y a l'initiative d'inviter des équipes qui travaillent sur l'éthique et sur les aspects légaux, sur presque tous les projets qui travaillent maintenant au niveau européen sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. À niveau suisse, donc la situation est un peu différente, mais le Fonds national suisse de la recherche, elle demande aussi que toute la recherche doit avoir un plan de gestion des données dans lequel tous les aspects par rapport à la protection des données doivent être clarifiés et doivent être suivre. C'est un premier pas pour assurer que tout le monde aussi conforme à la directive. Vous parlez ici du projet de fondation qui a été lancé initié il y a peu, sous la direction de Doris Leuthard, c'est ça, avec donc ce projet de... Non, c'est ça, c'est le FNS, donc fondation de... le Fonds national suisse de la recherche. C'est le Fonds de financement de la recherche publique. Très bien, donc on devrait continuer au fond dans cette voie, mais aller un peu plus vite, c'est ça que vous nous dites? Oui, donc je pense que c'est une nouvelle réalité pour beaucoup de chercheurs, mais il faut s'adapter, il faut apprendre comment faire, parce que ça, c'est la nouvelle réalité. Et je suis d'accord avec M. Fanti on vient de décennies un peu de Wild West, au niveau de comment est-ce qu'on pense les données, comment est-ce qu'on utilise les données, mais cette nouvelle réalité va être positive. Il faut s'adapter, il faut repenser comment est-ce qu'on pense
les données. Niels Weber, vous avez remarqué tout à l'heure, vous avez souligné notre vieil âge à tous. Est-ce à dire que chez les plus jeunes que vous recevez en consultation, il y aurait une conscience beaucoup plus vive au fond de ces enjeux-là? On aurait tort de s'en inquiéter? Alors, je pense qu'on peut avoir confiance dans dans la jeunesse pour ne pas être complètement à la ramasse. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir confiance dans la jeunesse qui suit, la génération qui suit. Je trouve qu'elle va pas si mal que ça. Donc, c'est pas ça le problème. Mais effectivement, comme c'était dit avant, il y a des profils de personnes qui se font avoir qui ne sont pas forcément celles qu'on croit. On sait, par exemple, on avait vu il y a une année à peu près, ici en Suisse, que la plupart des gens qui partagent des fausses informations sur les réseaux sociaux sont plutôt des personnes âgées et pas tellement les jeunes qui ont l'habitude de se méfier. Mais on peut dire on a l'habitude, mais d'ailleurs c'est ce qui est dit régulièrement quand je vais, comme je disais avant, quand je vais dans les écoles et que en gros les élèves me disent mais monsieur on sait, on nous a déjà dit. Il suffit qu'il y ait une seule fois des conditions qui soient réunies pour que tout d'un coup ça on l'oublie. C'est-à-dire quand l'émotionnel devient trop fort, tout d'un coup pardon, on balance une information, c'est-à-dire soit on veut se venger ou alors au contraire on veut partager quelque chose d'extrêmement fort et on doit pouvoir quelque part maîtriser cet aspect émotionnel parce que là le rationnel passe en second plan et puis même on a beau nous avoir répété 150 fois, il suffit qu'il y ait une seule fois une histoire qui dérape, de revanche. Voilà, je prends une photo, je la partage sur les réseaux sociaux, et puis rebelote, on est reparti pour un tour. Il faut désamorcer la situation. Alors là, on est plutôt du côté du cyberharcèlement, mais voilà, la gestion de l'émotion, finalement, c'est là où il faut, à mon avis, il faut revenir à ce fondement-là. C'est-à-dire que même si on est dans un contexte hautement numérique, l'émotionnel reste tout à fait valable. Sébastien Fanti, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Est-ce qu'il faudrait davantage légiférer? Est-ce qu'il faudrait, ça c'est un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps, instaurer un droit de propriété des données et s'y tenir rigoureusement? Quel est votre avis? Alors j'ai envie de vous dire que actuellement, si on atteint le standard de nos voisins européens, parce que je dis toujours, il ne faut pas réinventer la roue, ils ont mis 10 ans à mettre ce texte en forme, à le réfléchir. Si on arrive à avoir le même niveau, ce qui n'est pas le cas actuellement avec nos projets de loi, mais si on arrivait à atteindre cet objectif-là, je ne pense pas qu'il faut plus légiférer. On a de quoi faire. On a des nouveaux instruments comme l'analyse d'impact. On n'a pas voulu soumettre à autorisation le traitement d'un grand nombre de données. On a passé par l'analyse d'impact qui fait qu'en fait, on doit, avant de lancer un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau service, estimer quels sont les risques. Donc ça, il faut du temps pour que ça se mette en place, que ça devienne le standard aussi. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il faille légiférer plus. J'ai lu les perspectives politiques, avec notamment l'intervention de M. Derder sur la propriété des données. Moi, je n'y suis pas favorable, pour 2 raisons. Le fait que je puisse marchander mes données, en réalité, eh bien, ça va à l'encontre du fait que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être vendues. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un puisse, par exemple, vendre ses préférences sexuelles parce qu'il est dans le désarroi économique pour recevoir de l'argent et puis qu'ensuite il soit dans la difficulté toute sa vie. Je prends l'exemple d'un site pornographique que tout le monde a certainement déjà entendu parler de ce site, c'est Jackie et Michel. Vous avez des jeunes qui vont faire des films. Pas du tout, vous nous apprenez. Est-ce qu'on pourrait afficher l'adresse? Non, je ne connais pas du tout. C'est terrifiant parce qu'en réalité, vous avez des jurisprudences suite à des passages télévisés dans un site tel que celui-ci. Vous avez des jeunes qui, tout juste majeurs, se disent « Ah mais moi j'ai fait cette vidéo », puis après ils ont une vie ils étaient en recherche de leur sexualité. Puis après, ils ont une vie bien établie avec des enfants. Puis ils veulent faire retirer ce contenu. Et ça devient impossible. Alors, si vous partez sur le droit de propriété, à un moment donné dans la vie de quelqu'un, vous pouvez avoir un besoin fondamental, c'est-à-dire manger, et puis vous pourriez être tenté de tout vendre pour pouvoir satisfaire ses besoins essentiels. Et ça me paraît totalement fou. Et puis l'autre élément, c'est que si on peut commercialiser tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on devient, eh bien, il n'y a plus de raison d'avoir des droits associés à ces éléments fondamentaux. Alors, on va avoir une diminution de la protection sociale, alors qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que ce sont toujours les plus faibles, comme en matière de droit du travail, de droit du bail, qui doivent être mieux protégés, et également sur le plan numérique. Alors, les plus faibles n'étant pas ceux qui sont le moins bien formés, mais ceux qui ont le moins de connaissances de la manière de se comporter. Alors, un des conseils que je donne à beaucoup de gens quand on discute de ce qu'il faut faire sur Internet, c'est que je suis pour la mythomanie numérique. Je leur dis mentez. Mentez souvent, mentez tout le temps. Vous publiez des photographies d'endroits où vous n'êtes pas.
Vous brouillez les pistes. Brouiller Vous n'êtes les pas pistes, au obligé fond, de et c'est une dire ce que vous stratégie. faites, ni avec qui vous êtes. Et moi, il m'arrive fréquemment de poster des photographies. Aujourd'hui, j'en ai posté une alors que je ne suis pas dans ce lieu-là. Et logiquement, j'ai plein de gens qui vont me dire « Alors, est-ce que tu es là-bas ?» Mais non, réfléchis. Ce n'est pas forcément parce que j'ai posté cette photographie que je suis là-bas. Donc, ça fait aussi partie de stratégies qu'on doit développer. Et ces stratégies, elles ont pour objectif, non pas de nous rendre invisibles, c'est impossible, mais simplement, et vous verrez que ça va arriver, à un certain moment, il faudra qu'on ait des processus techniques qui permettent à une personne de ne plus du tout, voire aucune de ces données, être collectée par quiconque. Cette cape d'invisibilité, c'est à la société de la mettre en place, aux États de permettre à des gens, un, d'être déconnectés automatiquement de tout, et deux, de manière simple, parce que si on doit commencer à faire des tas de démarches auprès de chacun, c'est impossible, et deux, d'accepter le fait qu'une personne ne souhaite plus être identifiable de quelque manière que ce soit. Parce que ça reste le droit fondamental, le droit de disparaître. Dans la Constitution, on a un droit, j'ai le droit de me fâcher avec vous, de dire je ne veux plus jamais vous parler dans le monde réel. C'est un droit que j'ai. Mais ce droit-là, je ne l'ai pas dans le monde numérique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas à un moment donné dire foutez-moi la paix en clair, laissez-moi tranquille, je veux être quelque part sans que vous le sachiez, je veux faire quelque chose sans que vous le sachiez, je veux être avec quelqu'un sans que vous le sachiez. Et je pense que c'est vraiment vers quoi on doit tendre. Ce droit à la disparition, au fond, proposé par Sébastien Fanti, qu'en pensez-vous, Niels Weber ? Je suis d'accord, c'est une noble quête, c'est-à-dire que ça va nous prendre un moment, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, Et effectivement. vous ressentez que c'est un besoin chez vos patients ? Alors, il n'est pas du tout exprimé de cette manière-là. Chez les patients que je reçois, c'est plus généralement les parents qui s'inquiètent vis-à-vis de leurs enfants. Mais par contre, ce que je peux rajouter, c'est que chez certains plus jeunes qui ont en dessous de 10 ans, par exemple, ils commencent à avoir cette volonté de dire « mais en fait, moi, je ne veux pas du tout ça ». Ce n'est pas encore une généralité, encore une fois, mais je l'ai entendu quand même plusieurs fois, des plus jeunes qui disent « mais en fait, moi, je n'ai pas envie qu'on me pique mes données, je n'ai pas envie qu'on me suive partout ». Et du coup, il y a peut-être un mouvement de rébellion, peut-être un mouvement de balancier dans l'autre sens qui est en train de s'amorcer. Moi, je regarde d'un œil très critique toute la campagne qui est actuelle sur le développement des montres, les montres connectées pour les tout petits enfants. Pour moi, là, on touche à quelque chose de complètement farfelu et affolant, sous prétexte qu'on va protéger les enfants, dire pour la sécurité de vos enfants, équipez-les d'une montre où vous allez pouvoir les suivre partout, écouter ce qui se passe en activant le micro. Cordon ombilical qui s'allonge. Exactement. Et là, pour moi, il y a un facteur qui est extrêmement intéressant dans le développement du numérique aujourd'hui, c'est de voir comment le numérique permet aussi de couper ce cordon. C'est-à-dire comment c'est aussi une forme d'autonomisation pour ces enfants, pour ces ados, mais on doit surtout pousser à ce que ces enfants aillent jouer dehors et couper leur cordon de manière traditionnelle, on va dire. Enfin, les deux vont ensemble. Donc du coup, on peut se dire, il y a peut-être une volonté du côté des plus jeunes de se dire, moi, j'ai pas envie de tout ça, donc le mouvement de balancier. Mais de l'autre côté, on doit aussi, nous, en tant qu'adultes, se dire comment on leur accorde la possibilité de prendre cet espace, de prendre cette autonomie et leur espace à eux. C'est ça, respecter leur intimité. Voilà, exactement. Ultime temps de questions. Alors, c'est maintenant ou jamais, cher public. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, allez-y. J'ai été assez sensible à tout l'aspect juridique qui était prononcé ici, parce que je crois effectivement que le droit doit d'abord être simple. Je crois qu'il est simple, je crois qu'il est clair. Selon mes souvenirs, il me semble que le bonheur d'une population se mesure, c'est dans la Constitution fédérale, au plus faible de ses citoyens. Je crois que donc on a ici peut-être un petit problème parce que le droit est clair, mais les jeunes dont vous parliez, eux, ne sont pas comme nous, et donc le droit va devoir quand même, d'une manière ou d'une autre, se modifier pour pouvoir suivre l'évolution. Nous, on leur donne des conseils, certes, le droit doit aussi fixer un cadre pour leur permettre d'évoluer, mais ce cadre va récemment devoir un tout petit peu bouger, parce que c'est eux qui vont finalement être dans une situation encore bien plus délicate que la nôtre. Parce que, vu les moyens qu'ils emploient, on sait très bien qu'ils sont beaucoup plus proches finalement à divulguer leur intimité que nous ne le sommes. Ça, c'est mon interprétation peut-être.
À côté de ceci, je crois qu'effectivement, dans ce qu'on divulgue, il y a des choses fabuleuses. Moi, je suis hyper content quand je vais chez mon médecin, puis qu'après, il m'envoie chez le physio, qui va m'envoyer chez un neurologue, que je n'ai pas besoin de tout, à chaque fois, refaire le questionnaire pour me dire, voilà, comment vous êtes, quel âge vous avez, etc., etc. Donc, ça, c'est fabuleux. Mais effectivement, il y en a qui en profitent. Et par rapport à ça, c'est ma dernière conseil, je dirais. Je crois qu'il n'y a pas de petites fautes. À mon avis, elles sont toutes grandes. Et malheureusement, souvent, quand on prend les lois, si on prend la loi sur la circulation routière, eh bien, si on fait qu'un petit dépassement de 4 km à l'heure, on va peut-être avoir 40 francs d'amende, et puis après, on va jusqu'au retrait de permis, etc., etc. Mais là, à mon avis, dans les protections des données, soit on utilise quelque chose, et puis donc on est condamnable, point terminé, vous l'avez dit, je crois que c'est assez clair, parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de le faire, soit on n'utilise pas, et puis dans ce sens-là, quelque part, on peut donner tout ce qu'on veut. Moi, ça ne me gêne pas de donner des informations sur moi, pour autant qu'on ne les utilise pas contre ma volonté. Alors, dans ce sens-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait être très, très clair? La moindre incartade d'une société qui finalement arrive à prendre de nos données, c'est un acte criminel. Je pèse mon mot dans ce sens-là. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, il y a Sébastien plusieurs Fantier choses dans ce que vous avez dit. Lorsqu'on a eu Windows 10 qui a été lancé, dans le canton du Valais, on ne l'a pas installé dans les écoles. C'était une décision que j'avais prise. Le conseiller d'État à l'époque m'avait soutenu. Eh bien, vous saurez que Windows a pris peur et on a une version, un update suisse. Le préposé fédéral a fait pareil. On s'est mis d'accord. Ils se sont assis à la table des négociations. Ils ont fait une mise à jour spécifiquement suite à cette affaire. Ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Donc, si vous voulez, si on met les pieds au mur et qu'on tape du poing sur la table, ces gens comprennent. On a eu, par exemple, le responsable de la protection de données d'Apple qui est venu en Suisse. On a parlé d'Apple School en classe. On lui a dit, tant que les données ne seront pas en Europe, jamais nous ne vous autoriserons à installer cela. Je crois que le discours il doit être très clair. On parle business as usual. Donc, on parle à des gens avec leur langage, qui est généralement un langage plutôt proche de l'art de la guerre de Sun Tzu que de politesse ordinaire. Puis le deuxième élément, c'est qu'effectivement, ça va devenir criminel dans notre pays si la loi n'est pas modifiée, c'est-à-dire que ça va devenir pénalement répréhensible. Le problème, c'est que nos élus ont fixé la sanction maximale à 250 000 francs d'amende, soit, pour reprendre un vocabulaire bien connu chez nous, peanuts. Peanuts. Donc, non. Par contre, lorsqu'on aura des pouvoirs de police, moi, comme préposé, j'aurai bientôt des nouveaux pouvoirs, celui de perquisitionner, d'exiger des choses, d'entendre des gens. Et je vous jure que quand j'exerce ce pouvoir, les gens ont peur. Et c'est aussi l'objectif. On peut y arriver, si vous voulez, par ce biais-là, parce qu'aux États-Unis, ça existe déjà, c'est un shérif qui arrive, vous avez violé la loi sur la protection de données d'un territoire, eh bien, vous vous faites arrêter et emprisonner. Ça arrive également si vous violez le RGPD en Europe. Les gens ne le savent pas, mais il y a une sanction pénale qui est possible. Le droit national peut instaurer d'autres sanctions que la seule sanction pécuniaire. Donc, il faudra qu'on arrête quelqu'un, le premier qui sera arrêté. Ça aura un effet curatif pour tous les autres. Puis pour terminer sur ce que vous avez dit, moi je suis pour le rappel à la loi. Parce que pour nos jeunes, je pense que de criminaliser chaque comportement lors d'un excès, ce n'est pas bien, parce que ça génère la mobilisation de trop de ressources, puis surtout, un jeune, quand on lui rappelle la loi, qu'on lui dit « écoute, peut-être que tu ne sais pas, mais la règle, c'est ça », eh bien, je pense que ce sera beaucoup mieux en termes éducatifs, et on va devoir évoluer, parce que les procureurs dans leur bureau, ça ne sert à rien, on devrait en avoir des virtuels qui sont sur les réseaux sociaux, on fait un signalement, ce procureur va sur la page, il y a une rixe virtuelle qui débute entre des adolescents ou des adultes, il intervient, il dit « vous arrêtez tout de suite », c'est comme un arbitre, il est là. Vous savez quoi? Vous êtes en train d'annoncer... Ah, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste répondre à monsieur, parce que je me suis permis une grimace pendant qu'il posait sa question. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez raison, on doit se préoccuper de nos jeunes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si nos jeunes sont sur les réseaux sociaux, c'est avant tout parce que nous, on les y a mis. Quand vous avez des jeunes parents qui bombardent les réseaux sociaux des photos toutes mignonnes de leurs bébés qui viennent de naître, et après ils insistent pour que leurs enfants ne soient pas sur les réseaux sociaux, ils doivent d'abord se poser la question, qu'est-ce que j'y ai posté ?
Donc, bien sûr, on doit préparer le terrain pour les jeunes, mais c'est avant tout à nous de le faire maintenant. Et puis de préparer le terrain en disant, si je poste des choses qui me concernent, je dois encore faire l'effort de ne pas poster des choses qui concernent mon enfant, qui lui n'a jamais donné son autorisation ou quoi que ce soit, et qui, comme ça a été dit aussi, ça va le poursuivre pendant toute sa vie. Donc, si vous avez des photos d'enfants à partager, faites-le par des moyens plus sécurisés que les réseaux sociaux. Le mail ou même WhatsApp, c'est un peu limite. Hein. On sait qu'il n'y a plus rien qui nous appartient quand on poste des choses. Donc voilà, c'est avant tout à nous maintenant de nous positionner là-dessus. Et j'espère que vous excuserez ma grimace. Merci beaucoup. Donc, j'allais vous dire, Sébastien Fanti, que vous avez déjà lancé notre thème, le thème qui nous occupera la semaine prochaine, même heure, même lieu. On va parler de l'engagement politique. C'est quoi s'engager à l'heure, au temps du numérique, où il sera évidemment question de tout cela. Au fond, s'engager. Est-ce que voter, est-ce que cliquer, c'est s'engager, mais aussi plus largement, est-ce que s'engager au temps du numérique, eh bien, c'est s'engager contre toutes ces entreprises commerciales qui ont nos données. Bref, tout cela sera donc le thème de notre prochaine rencontre. D'ici là, eh bien, merci à vous, Jessica Pidou, Daniel Gatica Pérez, Niels Weber, Merci. Sébastien Fanti, et merci à vous, cher public. N'hésitez pas aussi alors, à vous inscrire si vous le souhaitez pour la prochaine table ronde, donc la semaine prochaine, samedi. Grand merci. Au revoir.